Alors qu'il prenait un vol pour New York pour conclure un contrat, le millionnaire est resté figé en voyant la bague de l'hôtesse. La même qu'il avait offerte à sa bien-aimée, déclarée morte depuis 27 ans. Le cuir beige du siège première classe craquait sous le poids de Laurent d'Argonne, tandis qu'il regardait les nuages défiler à travers le hublot. À 52 ans, cet homme aux tempes grisonnantes avait transformé une modeste entreprise familiale en un empire du béton et de l'acier qui s'étendait à travers toute l'Europe. Ses mains, autrefois rugueuses par le travail sur les chantiers, étaient maintenant manucurées et ornées d'une montre Patek Philippe qui valait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en un an, mais aujourd'hui, en route vers New York pour signer le contrat qui ferait de lui l'un des hommes les plus riches de France, Laurent ne pensait qu'à elle. Élise, toujours Élise. Il ferma les yeux et se laissa emporter par le souvenir qui le hantait depuis 27 ans. Paris, 1998. Laurent avait 25 ans et dirigeait déjà l'entreprise familiale avec une détermination féroce. Ce jour-là, il était entré dans cette petite librairie du quartier latin pour acheter un livre sur l'architecture moderne quand il l'avait vue. Élise Montel, 20 ans, les cheveux auburn qui tombaient en cascade sur ses épaules, penchée sur un roman de Marguerite Duras. Elle portait une robe bleue toute simple, mais sur elle, même la simplicité devenait extraordinaire. « Excusez-moi, mademoiselle », avait-il dit, le cœur battant comme un adolescent. « Ce livre vous plaît ». Elle avait levé les yeux vers lui, et Laurent avait eu l'impression que le monde s'arrêtait. Des yeux verts comme des émeraudes, un sourire qui illuminait son visage délicat. « Oh, c'est magnifique !» avait-elle répondu avec cette voix douce qu'il entendrait dans ses rêves pour le reste de sa vie. Duras a cette façon de parler de l'amour, comme si c'était à la fois la plus belle et la plus terrible des choses. Ils avaient reparlé pendant des heures. Elle était étudiante en littérature, lui parlait de ses rêves d'écrire, de voyager, de découvrir le monde. Laurent, habituellement si sûr de lui dans les réunions d'affaires, se sentait maladroit et émerveillé en même temps. Le bruit des turbines ramena Laurent au présent. Il ouvrit les yeux et se massa les tempes. Pourquoi aujourd'hui ? Pourquoi ? Alors qu'il était sur le point de conclure l'affaire de sa vie, ne pouvait-il pas chasser le fantôme d'Élise de ses pensées ? Il sortit son smartphone et regarda la photo de son épouse Isabelle qui s'affichait sur l'écran de verrouillage. Même après 25 ans de mariage, il ne ressentait rien. Isabelle était belle, intelligente, parfaite sur le papier, fille d'un ministre. Elle avait apporté à Laurent les connexions politiques dont il avait besoin pour développer son empire. Mais elle n'était pas Élise. Personne ne serait jamais Élise. Il se souvenait de leur premier baiser, sous la pluie parisienne, devant Notre-Dame. Elle avait ri en disant que c'était cliché, mais ses yeux brillaient de bonheur. Il s'était aimé avec cette passion dévorante qui n'existe que dans les premiers amours. Laurent lui avait offert un appartement près de la Sorbonne. Elle avait refusé, préférant son petit studio sous les toits. « Je ne veux pas être entretenue, Laurent. Je veux être aimée. » Et comme il l'avait aimée, chaque jour passé avec elle était une découverte. Elle lui faisait découvrir la poésie. Il l'emmenait visiter ses chantiers. Elle trouvait de la beauté dans le béton brut. Il découvrait la magie des mots à travers ses yeux. Le jour où il lui avait demandé de l'épouser, il se promenait au bord de Seine. Il avait sorti l'écrin de sa poche, dévoilant un solitaire monté sur une bague artisanale qu'il avait fait créer spécialement pour elle, une émeraude unique, taillée dans une pierre qu'il avait rapportée de Colombie, sertie dans de l'or blanc, travaillé à la main. « Élise Montel », avait-il dit, le genou à terre. « Voulez-vous devenir Élise d'Argonne ?» Elle avait pleuré, ri, dit oui 1000 fois. La bague lui allait parfaitement, comme si elle avait été créée pour sa main délicate. « Monsieur, désirez-vous quelque chose à boire ?» La voix de l'hôtesse de l'air le tira brutalement de ses souvenirs. Laurent leva les yeux vers la jeune femme qui lui souriait professionnellement. Elle était blonde, élégante dans son uniforme bleu marine, et le monde s'arrêta. À l'annulaire de sa main gauche brillait une bague qu'il aurait reconnue entre mille, une émeraude unique, montée sur une bague artisanale. Sa bague, la bague qu'il avait fait créer pour Élise. Laurent sentit son cœur s'arrêter, puis repartir dans un rythme effréné. Il fixa la main de la jeune femme, incapable de détacher son regard de ce bijou qu'il pensait enterrer avec l'amour de sa vie. « Monsieur, ça va ?» La voix de l'hôtesse semblait venir de très loin. Laurent releva les yeux vers son visage et reçut un second choc. Les traits de la jeune femme,
Ce nez délicat, la forme de ses lèvres, et surtout ses yeux, pas tout à fait les mêmes qu'Élise, mais quelque chose dans leur expression, dans leur profondeur. « Votre bague !» parvint-il à articuler d'une voix rauque. « Elle est magnifique !» La jeune femme baissa les yeux vers sa main et sourit avec tendresse. « Merci. C'est un héritage de ma mère. Elle l'a porté toujours. C'est tout ce qui me reste d'elle. » Laurent sentit un frisson glacial parcourir son échine. Sa mère, mais Élise était morte. Il l'avait vue partir ce matin-là, rayonnante, lui promettant de rentrer tôt. Quelques heures plus tard, la police était venue lui annoncer l'accident. Une voiture qui avait dérapé sur l'autoroute A6. Un incendie. Le corps était si abîmé qu'il n'avait même pas pu l'identifier formellement. Seuls ses papiers d'identité avaient permis de confirmer que c'était bien elle. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-il d'une voix blanche. « Léna Marchand. Et vous, monsieur ? Marchand ?» Ce nom ne lui disait rien, mais ce visage, cette bague, Laurent d'Argonne, il vit une lueur de reconnaissance passer dans les yeux de la jeune femme. Bien sûr, tout le monde connaissait son nom dans le monde des affaires français. « Enchanté, monsieur d'Argonne. Alors, ce champagne. » Laurent acquiesça machinalement. Ses pensées tourbillonnaient. C'était impossible. Élise était morte. Il avait assisté à ses funérailles. Il avait jeté une rose sur son cercueil. Mais cette bague était unique. Il l'avait dessinée lui-même. L'avait fait créer par un artisan joaillier de la place Vendôme. Il n'en existait qu'une seule au monde. Léna revint avec une flûte de champagne, qu'elle posa délicatement sur la tablette. Laurent ne pouvait détacher son regard de ses gestes. Cette façon qu'elle avait de pencher légèrement la tête, de sourire, c'était troublant. « Vous avez quel âge, Léna ?» La question avait fusé malgré lui. La jeune femme parut surprise. « 26 ans. »« Monsieur, pourquoi ?»« 26 ans. » Laurent fit rapidement le calcul. Élise était morte en 1998. Si elle avait été enceinte à ce moment-là, non, c'était impossible. Il devenait fou. La douleur, les regrets, les années de culpabilité le rendaient paranoïaque. Il voyait des signes partout où il n'y en avait pas. Pourtant, quand Léna s'éloigna pour s'occuper d'autres passagers, Laurent ne put s'empêcher de l'observer. Sa démarche, sa façon de rejeter ses cheveux derrière son oreille, son sourire timide, tout en elle évoquait Élise. Il sortit son téléphone et composa le numéro de Marcel Dubois, le détective privé qu'il employait parfois pour des affaires délicates. « Marcel, c'est Laurent d'Argonne. J'ai un travail pour toi, urgent. Je vous écoute. Monsieur d'Argonne, je veux que tu fasses des recherches sur une certaine Léna Marchand, 26 ans, hôtesse de l'air sur la compagnie Air France. Je veux tout savoir sur elle, sa famille, son passé. Tout. Aucun problème. Un délai particulier. » Laurent regarda vers Léna qui riait avec un collègue près de la galerie. Cette bague brillait à son doigt, comme un phare dans la nuit. « Le plus vite possible, Marcel. Le plus vite possible. » Il raccrocha et ferma les yeux. Demain, il signerait le contrat le plus important de sa carrière. Mais pour la première fois depuis des années, l'argent et le pouvoir lui semblaient dérisoires face à cette question qui le rongeait déjà. Et si Élise n'était pas vraiment morte, l'avion amorçait sa descente vers JFK quand Laurent ferma les yeux. Incapable de chasser l'image de cette bague de ses pensées, malgré lui, son esprit replongea dans les souvenirs les plus douloureux de sa vie, ceux qu'il avait passé 27 ans à enfouir. Septembre 1998, Élise rayonnait ce matin-là. Elle avait préparé le petit déjeuner dans leur petit appartement de Montmartre. Fredonnant cette chanson de Piaf qu'elle adorait, Laurent devait partir tôt pour un rendez-vous important avec des investisseurs japonais. « Tu rentres à quelle heure ce soir ?» avait-elle demandé en lui nouant sa cravate. « Vers 18h, je pense. » Pourquoi ? Elle avait eu ce sourire mystérieux qu'il aimait tant. « J'ai quelque chose d'important à te dire, quelque chose de merveilleux. » Laurent l'avait embrassée tendrement. « Dis-le-moi maintenant, ma chérie. »« Non, » avait-elle ri. « Ce soir, avec du champagne et des bougies, ça mérite d'être célébré comme il faut. » Ces mots avaient été les derniers qu'elle lui avait adressés. Laurent rouvrit les yeux, le cœur serré. Il n'avait jamais su ce qu'Élise voulait lui annoncer ce soir-là. Mais maintenant, en regardant Léna qui avait exactement l'âge qu'aurait eu un enfant conçu à cette époque, ce qu'il ignorait, c'est qu'à des centaines de kilomètres de là,
dans un manoir bourgeois de Neuilly-sur-Seine, 2 femmes vivaient avec le poids de ce secret depuis près de 3 décennies. Septembre 1988, 3 jours avant l'annonce tragique, Madeleine d'Argonne sirotait son thé Earl Grey dans le salon lambrissé de sa demeure familiale. À 65 ans, cette ancienne aristocrate avait toujours refusé de voir son fils unique s'encanailler avec une petite bourgeoise sans fortune. Élise Montel représentait tout ce qu'elle méprisait. L'absence de pédigré, de relations, de dot substantielle. En face d'elle, Isabelle Carrel, 27 ans, fille du ministre de l'économie, serrait nerveusement sa tasse de porcelaine de Limoges. Depuis l'adolescence, elle était follement amoureuse de Laurent. Elle avait tout, la beauté, l'éducation, les connexions, tout sauf l'amour de celui qu'elle désirait depuis toujours. « Il faut agir, Isabelle », murmura Madeleine de sa voix glaciale. « Cette fille va ruiner l'avenir de Laurent et le vôtre par la même occasion. » Isabelle hocha la tête, les larmes aux yeux. Elle avait tout essayé pour séduire Laurent. Les invitations, les rencontres fortuites, les soirées mondaines. Rien n'y faisait. Il n'avait Dieu que pour cette Élise. Mais que pouvons-nous faire? Il l'aime à la folie. Le sourire de Madeleine était celui d'un prédateur. « Laissez-moi m'occuper de tout, ma chère enfant. » Le lendemain matin, Élise sortait de la pharmacie du boulevard Saint-Germain. Le cœur battant de joie. Le test était formel. Elle était enceinte de 3 mois. 3 mois. Elle et Laurent allaient être parents. Elle imaginait déjà sa réaction, son bonheur, ses projets pour leur enfant. Elle ne remarqua pas la voiture noire qui la suivait depuis qu'elle avait quitté son appartement. En arrivant chez elle, 2 hommes en costume l'attendèrent dans l'escalier. Grands, massifs, le visage fermé. « Mademoiselle Montel, veuillez nous suivre, s'il vous plaît. Qui êtes-vous? Que voulez-vous? Madame d'Argonne souhaite vous parler. C'est urgent. » Élise voulut protester. Mais l'un des hommes lui montra discrètement le canon d'un pistolet sous sa veste. Le sang se glaça dans ses veines. 1 heure plus tard, dans une propriété isolée du Massif central, Élise se retrouva face à Madeleine d'Argonne dans un salon sombre aux volets clos. La mère de Laurent la regardait avec un dégoût non dissimulé. « Asseyez-vous, mademoiselle Montel. Madame d'Argonne, je ne comprends pas. Pourquoi m'avoir amenée ici de force? Parce que vous représentez une menace pour l'avenir de mon fils. » Isabelle entra à cet instant, évitant soigneusement le regard d'Élise. « Une menace. » Élise se leva, indignée. « Laurent et moi nous aimons. Nous allons nous marier. » « Jamais, siffla Madeleine. Mon fils épousera quelqu'un de son rang, quelqu'un comme Isabelle. Vous êtes folle. Laurent ne vous laissera jamais faire ça. Le rire de Madeleine était glacial. Laurent ne peut pas protéger quelqu'un qui n'existe plus. Les mots mirent quelques secondes à faire leur chemin dans l'esprit d'Élise. Qu'est-ce que vous voulez dire? Demain matin, les journaux annonceront votre mort tragique dans un accident de voiture, un corps calciné, des papiers d'identité miraculeusement préservés. Laurent pleurera, bien sûr, mais les morts, ma chère enfant, finissent toujours par être oubliés. Élise porta instinctivement la main à son ventre. « Vous ne pouvez pas faire ça. Je suis enceinte. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Isabelle devint livide. Madeleine plissa les yeux. « Enceinte, » répéta-t-elle lentement. « De 3 mois, Laurent va être père. » Madeleine échangea un regard avec Isabelle. Cette nouvelle changeait tout. Un héritier d'Argonne. Combien de temps pouvons-nous la garder ici? Demanda Isabelle d'une voix blanche. Le temps qu'il faudra, répondit Madeleine. 6 mois plus tard, Élise avait tenté de s'évader une dizaine de fois. Enfermée dans cette propriété isolée, surveillée jour et nuit, elle avait perdu tout espoir de revoir Laurent. Son ventre s'arrondissait, l'enfant grandissait en elle, mais elle vivait dans un cauchemar permanent. Madeleine lui apportait des magazines People, où elle voyait Laurent au bras d'Isabelle dans toutes les soirées mondaines. « Il vous a déjà oublié », lui répétait-elle cruellement. « Il épousera Isabelle au printemps. » Ce jour de mars 1999, Élise n'en pouvait plus. Enceinte de 6 mois, elle profita d'un moment d'inattention du garde pour s'échapper par une fenêtre du 1er étage. Elle courut à travers la forêt, guidée par un instinct de survie désespéré. Les branches lui griffèrent le visage, ses pieds nus saignaient sur les pierres. Mais elle courait, pensant à son enfant, à Laurent, à la liberté qui l'attendait peut-être au bout de ce chemin. Elle n'entendit pas les hommes qui la poursuivaient, jusqu'à ce qu'ils soient presque sur elle,
Dans sa panique, elle dévala une pente abrupte, perdit l'équilibre et bascula dans une ravine. Sa tête heurta violemment un rocher, puis ce fut le noir. Hôpital public de Clermont-Ferrand, service des urgences. On l'a trouvée au bord de la route nationale, expliqua l'ambulancier à Suzanne Marchand, l'infirmière de garde. Pas de papier, traumatisme crânien sévère. Elle était consciente mais complètement désorientée. Suzanne regarda la jeune femme enceinte allongée sur le brancard, belle malgré ses blessures, mais le regard complètement vide. « Comment vous appelez-vous, ma petite ?» La jeune femme la fixait sans comprendre. « Je ne sais pas. Je ne me souviens de rien. » L'amnésia était totale. Aucun souvenir de sa vie antérieure. De Laurent, de sa captivité, comme si Élise Montel avait cessé d'exister. « Nous allons nous occuper de vous, » dit doucement Suzanne. « Il vous faut un nom en attendant. Que diriez-vous de Clara ?» La jeune femme sourit faiblement. « Clara ? Oui, ça me plaît. » 3 mois plus tard, Clara donnait naissance à une petite fille qu'elle prénomma Léna. N'ayant nulle part où aller, et ayant pris cette jeune femme en affection, Suzanne les accueillit chez elle à Lyon. Au même moment, à Paris, Laurent épousait Isabelle Carrel dans la cathédrale Notre-Dame. Le cœur mort mais résigné à son sort, Laurent ouvrit les yeux quand l'avion toucha le tarmac de JFK. 27 ans après, il portait encore cette culpabilité, celle de ne pas avoir su protéger la femme qu'il aimait, celle d'avoir abandonné ses recherches trop vite, celle d'avoir épousé Isabelle pour faire plaisir à sa mère. Mais maintenant, cette bague à la main de Léna changeait tout. Si ses soupçons étaient infondés, cela signifiait qu'Élise était peut-être encore vivante, et que lui, Laurent d'Argonne, avait une fille qu'il n'avait jamais connue. Il se leva, plus déterminé que jamais. New York et ses affaires pouvaient attendre. Il avait une vérité à découvrir. Laurent n'avait pas fermé l'œil de la nuit. Dans sa suite du Plaza Hotel, il avait passé des heures à regarder le plafond, l'image de Léna et de sa bague gravée dans sa mémoire. À 6 heures du matin, il avait annulé tous ses rendez-vous et pris le premier vol pour Paris. Marcel Dubois l'attendait à l'aéroport Charles de Gaulle. Ce petit homme nerveux aux cheveux clairsemés était l'un des meilleurs détectives privés de France. Il avait déjà travaillé pour Laurent dans plusieurs affaires délicates, vérification de partenaires commerciaux, enquête sur des concurrents, recherche de personnes disparues. « Alors, Marcel, qu'avez-vous trouvé sur cette Léna Marchand ?» Marcel ouvrit son carnet en marchant vers la sortie. Léna Marchand, 26 ans, née à Clermont-Ferrand en mars 1999, hôtesse de l'air chez Air France depuis 4 ans, pas de casier judiciaire, pas de dette importante. Elle vit à Lyon avec 2 femmes, Suzanne Marchand, 78 ans, ancienne infirmière, et Clara Marchand, 47 ans, couturière. Laurent s'arrêta net. « Clara, vous avez dit Clara ?» « Oui. » Curieusement, aucune d'entre elles n'est officiellement apparentée à Léna. Suzanne l'a adoptée officieusement quand elle était bébé. Quant à Clara, elle est arrivée chez Suzanne enceinte en 1999. Amnésie totale suite à un accident. Aucun souvenir de sa vie d'avant. Le cœur de Laurent se mit à battre si fort qu'il eut peur que Marcel l'entende. Quel genre d'accident? Traumatisme crânien? On l'a trouvé au bord d'une route près de Clermont-Ferrand. Personne n'a jamais réclamé sa disparition. Vous avez une adresse? Marcel lui tendit un papier. 15 rue des Canutes, dans le quartier de la Croix-Rousse, monsieur d'Argonne. Puis-je vous demander pourquoi cette enquête vous tient tant à cœur? Laurent prit le papier, les mains tremblantes. Peut-être rien, Marcel, ou peut-être tout. 3 heures plus tard, Laurent roulait vers Lyon dans sa Bentley, l'esprit en ébullition. Les coïncidences étaient trop nombreuses pour être fortuites. La bague, l'âge de Léna, cette Clara amnésique trouvée enceinte exactement au moment où Élise avait disparu. Il s'arrêta dans un café de Mâcon pour reprendre ses esprits. Si c'était vraiment Élise, comment allait-il l'aborder? Comment lui expliquer qu'il l'avait crue morte pendant 27 ans? Et si elle ne se souvenait vraiment de rien? Son téléphone vibra. Isabelle. « Laurent, où es-tu? Ta secrétaire dit que tu as annulé tous tes rendez-vous. J'ai eu un empêchement. Je serai de retour demain. » Quel genre d'empêchement? Tu devais signer le contrat avec les Américains. Laurent ferma les yeux. Isabelle ne comprendrait jamais. Comment pourrait-elle comprendre qu'il recherchait la femme qu'il avait vraiment aimée? Je te rappelle plus tard. Il raccrocha sans attendre sa réponse. Lyon, quartier de la Croix-Rousse. Laurent gara sa voiture en bas de la rue des Canutes
et monta à pied dans ce quartier ouvrier aux ruelles pentues. Le contraste avec son univers habituel était saisissant. Ici, pas de limousine, ni de costumes 3 pièces, mais des façades colorées, des petits commerces de proximité, une vie simple et authentique. Le numéro 15 était un immeuble de 4 étages à la façade ocre. Laurent resta un moment devant, le cœur battant. Derrière une de ses fenêtres se trouvait peut-être la réponse à 27 années de questions. Il poussa la porte d'entrée et monta jusqu'au 3e étage. Sur la porte, une plaque simple. « Marchand ?» Il allait sonner quand il entendit des voix féminines derrière la porte. « Léna a appelé ce matin », disait une voix âgée. « Elle rentrera demain de New York. Elle avait l'air bizarre. Tu ne trouves pas ?»« Bizarre comment ?» répondit une autre voix. Plus jeune, Laurent se figea. Cette seconde voix, elle était différente, plus mature, mais quelque chose en elle lui rappelait, je ne sais pas. Elle a dit qu'un passager l'avait troublée, un homme qui n'arrêtait pas de regarder sa bague. Laurent sentit ses jambes se dérober. Il s'appuya contre le mur, le souffle coupé. « Ma bague, qu'est-ce qu'elle a de si particulier ? Clara, ma chérie, tu sais bien que cette bague est unique. C'est tout ce qui nous reste de ton passé. » Clara, elle s'appelait bien Clara. Laurent ferma les yeux. Essayant de rassembler son courage, il sonna. Les voix se turent immédiatement. Des pas approchèrent, puis la porte s'ouvrit sur une femme âgée aux cheveux blancs tirés en chignon. Elle le regarda avec surprise. « Oui, Madame Marchand, je cherche des renseignements sur une bague avec une émeraude. » Le visage de Suzanne se ferma légèrement. « Qui êtes-vous » ? « Laurent d'Argonne. Je pense que cette bague appartenait à quelqu'un que j'ai connu. » Suzanne le dévisagea longuement, puis se tourna vers l'intérieur de l'appartement. « Clara, viens voir s'il te plaît. » Laurent entendit des pas légers, puis une silhouette apparut derrière Suzanne. Quand Clara s'avança dans la lumière du palier, Laurent crut que son cœur allait exploser. C'était elle, différente, vieillie, les cheveux plus courts et quelques rides autour des yeux. Mais c'était elle, ses yeux verts qu'il avait tant aimés, ce port de tête gracieux, cette façon particulière de pencher la tête quand elle était surprise. « Élise !» murmura-t-il malgré lui. Clara fronça les sourcils. « Je vous demande pardon. Pardonnez-moi, vous ressemblez à quelqu'un que j'ai connu. » Mais en la regardant, Laurent remarqua quelque chose d'étrange dans ses yeux, une lueur de confusion, comme si elle cherchait quelque chose qu'elle n'arrivait pas à saisir. Clara, de son côté, se sentait bizarrement troublée. Ce visage, elle avait l'impression de l'avoir déjà vu quelque part. Mais où ? Cette voix profonde lui donnait des frissons inexplicables. Et pourquoi ressentait-elle cette douleur sourde dans la poitrine en le regardant ? « Vous feriez mieux d'entrer » dit finalement Suzanne. « On ne va pas discuter sur le palier. » L'appartement était petit mais chaleureux. Des photos de Léna ornaient les murs. Depuis ses premiers pas jusqu'à sa remise de diplôme d'hôtesse de l'air, Laurent remarqua qu'il n'y avait aucune photo de Clara avant 1999. « Asseyez-vous » dit Suzanne en lui désignant un fauteuil. « Alors, cette bague. » Laurent sortit son téléphone et montra une photo qu'il avait gardée d'Élise portant la bague. « Voici la femme que j'ai aimée. Elle portait exactement la même bague que votre fille. » Clara s'approcha pour regarder la photo et poussa un petit cri étouffé. La femme sur l'image lui ressemblait étrangement. Mais ce n'était pas cela qui l'avait frappée. C'était l'homme à côté d'elle, plus jeune, les cheveux plus sombres. Mais c'était bien l'homme qui se tenait maintenant dans son salon. « C'est vous ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Oui, il y a 27 ans. » Clara porta la main à sa tempe. Une douleur lancinante venait de la traverser, accompagnée d'images floues, un visage jeune et souriant, des mains qui la tenaient tendrement, une voix qui murmurait son nom. « Ça va, Clara ?» s'inquiéta Suzanne. « Oui, c'est juste que... » Elle regarda Laurent avec intensité. Comment s'appelait cette femme ? Élise, mon-elle ? À l'énoncé de ce nom, Clara vacilla. Suzanne la rattrapa par le bras. « Clara, assieds-toi, tu es toute pâle. »« Élise, » répéta Clara dans un souffle. « Pourquoi ce nom me fait-il si mal ?» Laurent s'approcha doucement. « Madame, Clara, puis-je vous demander si vous accepteriez de me raconter votre histoire ? Comment vous vous êtes retrouvée ici ?» Suzanne échangea un regard avec Clara,
qui hocha faiblement la tête. « Je l'ai trouvée en mars 1999, commença Suzanne. J'étais infirmière aux urgences de Clermont-Ferrand. Elle était enceinte de 6 mois, amnésique totale. Personne ne l'a jamais réclamée. Et la bague, elle l'a portée quand on l'a trouvée. C'est le seul lien avec son passé. » Laurent sentit sa gorge se serrer. « Clara, accepteriez-vous de faire un test ADN, juste pour être sûre ?» Clara le regarda longuement. Cette douleur dans sa poitrine s'intensifiait, comme si son cœur reconnaissait quelque chose que son esprit refusait d'admettre. « Pourquoi êtes-vous si certain que je suis cette Élise ?» Laurent prit une profonde inspiration. « Parce que je vous ai aimé plus que ma propre vie. Parce que j'ai passé 27 ans à me reprocher de ne pas avoir su vous protéger. Et parce que hier, dans un avion, j'ai vu votre fille porter la bague que j'avais fait créer spécialement pour vous. » Le silence qui suivit sembla durer une éternité. Puis Clara murmura « Ma fille, Léna, elle a exactement l'âge qu'aurait eu notre enfant si vous aviez été enceinte au moment de votre disparition. » Clara ferma les yeux, submergée par une vague d'émotions qu'elle ne comprenait pas. Des fragments d'images dansaient derrière ses paupières. Ce même visage, plus jeune, qui lui souriait tendrement, une voix qui chantait une chanson douce, des mains qui caressaient son ventre rond. « Laurent », murmura-t-elle sans s'en rendre compte. Il sursauta. « Vous vous souvenez ?» Elle rouvrit les yeux. Troublée, je ne sais pas. Votre prénom m'est sorti de la bouche tout seul. » Laurent s'agenouilla devant elle, les larmes aux yeux. « Élise, mon amour, c'est vraiment toi. » Mais Clara recula, effrayée par l'intensité de ses émotions. « J'ai besoin de temps pour réfléchir. C'est trop d'un coup. » Laurent acquiesça, comprenant qu'il ne fallait pas la brusquer. « Bien sûr, prenez tout le temps qu'il vous faut, mais promettez-moi une chose. Laissez-moi vous aider à retrouver la mémoire. Laissez-moi vous prouver qui vous êtes vraiment. » Clara le regarda longuement, puis hocha lentement la tête. À des kilomètres de là, Madeleine d'Argonne venait de recevoir un appel de son détective privé. Laurent avait été vu à Lyon, dans le quartier de la Croix-Rousse. Le passé qu'elle croyait enterré à jamais refaisait surface. Il fallait agir, et vite. Le lendemain matin, Laurent était de retour rue des Canuts avec une valise de documents. Il avait passé la nuit dans un hôtel lyonnais, incapable de dormir, à organiser tout ce qui pourrait aider Clara à retrouver la mémoire. Photos, lettres, objets personnels qu'il avait conservés précieusement pendant toutes ces années. Suzanne lui ouvrit la porte, le visage grave. « Elle n'a pas fermé l'œil de la nuit, » dit-elle à voix basse. « Elle répète votre prénom dans son sommeil. » Ça fait 26 ans que je n'avais pas vu Clara dans cet état. Laurent entra dans le petit salon, où Clara l'attendait. Assise près de la fenêtre, elle était pâle, cernée, mais il y avait dans ses yeux une lueur nouvelle, comme si quelque chose s'était réveillé en elle. « Bonjour, Clara. »« Laurent », répondit-elle simplement, et ce prénom dans sa bouche fit tressaillir le cœur de l'homme d'affaires. Il posa sa valise sur la table basse et l'ouvrit délicatement. « J'ai apporté des souvenirs, si vous êtes vraiment Élise. » Certains de ces objets pourraient vous dire quelque chose. Le premier objet qu'il sortit était un petit carnet de cuir rouge, usé par le temps. Vous écriviez dedans tous les soirs, vos pensées, vos rêves, nos projets d'avenir. Clara prit le carnet avec précaution. En l'ouvrant, elle reconnut immédiatement l'écriture. C'était la sienne, mais les mots qu'elle lisait lui semblaient venir d'une autre vie. Aujourd'hui, Laurent m'a emmené voir le chantier de son nouveau projet. Il était si fier de me montrer les plans. J'aime la passion qui brille dans ses yeux quand il parle de ses constructions. Il dit qu'il veut bâtir un monde meilleur, plus beau. Je l'aime tellement que j'en ai mal. Une larme roula sur la joue de Clara. « C'est mon écriture », murmura-t-elle. « Mais je ne me souviens pas d'avoir écrit ça. » Laurent sortit ensuite une photo d'eux deux devant Notre-Dame. « Notre premier baiser, vous m'aviez dit que c'était cliché d'embrasser quelqu'un devant Notre-Dame sous la pluie. » Clara fixa la photo intensément. Cette jeune femme rayonnante dans les bras de Laurent, elle avait l'impression de regarder une étrangère qui lui ressemblait. « Vous étiez si belle ce jour-là, » continua Laurent. « Vous portiez cette robe bleue que j'adorais. »« Bleue » répéta Clara machinalement. Puis ses yeux s'écarquillèrent. « Pourquoi ai-je dit ça ? Parce que vous vous en souvenez, même inconsciemment. » Laurent sortit alors l'objet qu'il gardait pour la fin. Un CD, sur la pochette,
Une chanson de Piaf était soulignée au marqueur rouge. « La vie en rose. Vous disiez que c'était notre chanson. » Il glissa le CD dans la vieille chaîne stéréo de Suzanne. Les premières notes s'élevèrent dans le silence du petit appartement. Clara ferma les yeux, et soudain, comme un barrage qui cède, les souvenirs déferlèrent. Elle dansait dans les bras de Laurent, dans leur petit appartement de Montmartre. Il chantait faux. Elle riait. « Je t'aime », murmurait-il à son oreille. « Moi aussi, mon amour, pour toujours. » Clara poussa un cri et porta ses mains à sa tête. La douleur était fulgurante, mais avec elle venaient les images. Le visage jeune de Laurent, leur promenade le long de la Seine, leur projet de mariage. « Ça fait mal », gémit-elle. Laurent s'agenouilla près d'elle, lui prenant doucement les mains. « Ne forcez pas, laissez les souvenirs revenir naturellement. »« Laurent », balbutia-t-elle, les larmes aux yeux, « je me souviens de vous, de nous, mais c'est si flou, si douloureux. » Suzanne, qui assistait à la scène, s'approcha d'eux. « Clara, ma chérie, tu dois nous dire tout ce qui te revient, même les fragments. » Clara hocha la tête et ferma les yeux pour se concentrer. « Je me souviens d'un appartement sous les toits, des livres partout, et vous, Laurent, qui me regardiez écrire, vous disiez que vous pourriez me regarder pendant des heures. » Laurent sourit à travers ses larmes. « C'est exactement ce que je disais. » Et puis, le visage de Clara se crispa. « Il y a quelque chose de terrible. Des visages méchants. Une femme élégante qui me regardait avec haine. Décrivez-la. Grande, aristocratique, des cheveux gris tirés en chignon. Elle disait que j'étais indigne de vous. » Laurent serra les poings. Sa mère, Madeleine d'Argonne, ma mère, et une autre femme, plus jeune, blonde. Elle pleurait, mais ses yeux étaient remplis de haine. « Isabelle, » murmura Laurent. Clara rouvrit les yeux brusquement. « Isabelle, oui, c'est ça. Elle disait qu'elle vous aimait depuis toujours, qu'elle ne me laisserait jamais vous épouser. » Les souvenirs s'enchaînaient maintenant, avec plus de fluidité. Clara se souvenait du test de grossesse, de sa joie immense, de son impatience de l'annoncer à Laurent, puis l'enlèvement, la terreur, des mois d'emprisonnement. « J'étais enceinte, » dit-elle soudain. « J'allais vous l'annoncer le soir où vous avez disparu. Vous aviez dit que vous aviez quelque chose d'important à me dire. » Clara posa instinctivement la main sur son ventre. « Notre bébé, qu'est-il devenu ?»« Léna, » répondit Laurent avec émotion. « Léna est notre fille. » À ce moment précis, la porte de l'appartement s'ouvrit et Léna entra, sa valise à la main. Elle s'arrêta net en voyant Laurent assis près de Clara. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» demanda-t-elle, méfiante. Clara se leva et s'approcha de sa fille, la regardant avec des yeux nouveaux. « Léna, ma chérie, il faut que tu saches quelque chose. Maman, tu pleures. Qu'est-ce que cet homme t'a fait ? Il ne m'a rien fait. Au contraire, il m'a rendu ma mémoire. » Léna fronça les sourcils. Ne comprenant pas, Laurent se leva à son tour. « Léna, je sais que c'est difficile à croire, mais je pense que je suis votre père. » La jeune femme éclata de rire, mais c'était un rire sans joie. « Mon père, vous délirez complètement. Mon père, je ne l'ai jamais connu. Ma mère était amnésique quand Suzanne l'a trouvé. Regardez cette photo, » dit Laurent en lui tendant le cliché d'Élise portant la bague. « Et regardez votre propre main. » Léna baissa les yeux vers sa bague, puis regarda la photo. La ressemblance était troublante. « C'est impossible. » Clara prit sa fille dans ses bras. « Léna, je me souviens maintenant. Je m'appelais Élise Montel. J'aimais Laurent de tout mon cœur. Et vous, ma petite fille, vous êtes née de cet amour. » Léna se dégagea de l'étreinte de sa mère, bouleversée. « Vous mentez tous les deux. Ma mère s'appelle Clara, pas Élise. » « Clara était le nom que Suzanne m'a donné à l'hôpital, » expliqua doucement sa mère. « Mais mon vrai nom, c'est Élise. » Laurent sortit une autre photo de sa valise. Lui et Élise le jour de leur fiançailles. « Regardez bien cette photo, Léna. Regardez nos visages. Et regardez-vous dans un miroir. » Malgré elle, Léna étudia la photo. Elle ne pouvait nier la ressemblance. Elle avait les yeux de sa mère et le nez de Laurent, sa façon de sourire. « Je veux un test ADN, » dit-elle finalement d'une voix tremblante. « Bien sûr, » acquiesça Laurent. « Nous ferons tous les tests que vous voudrez. » Pendant ce temps, à Paris, Madeleine d'Argonne faisait les 100 pas dans son salon.
le téléphone collé à l'oreille. « Vous en êtes certain? Il est bien à Lyon. »« Absolument, madame. Il loge au Grand Hôtel Dieu et passe ses journées dans le quartier de la Croix-Rousse. Il semble s'intéresser de très près à une certaine Clara Marchand. » Madeleine raccrocha et composa immédiatement le numéro d'Isabelle. « Isabelle, il faut que nous parlions. C'est urgent. »« Qu'est-ce qui se passe, Madeleine? Notre passé nous rattrape. Laurent a retrouvé Élise. » Le silence qui suivit était lourd de menaces. « C'est impossible. Elle est morte. »« Non, ma chère. Elle a survécu. Et elle a donné naissance à une fille. » Isabelle sentit le sol se dérober sous ses pieds. 27 ans de mariage. 27 ans à vivre avec ce secret. Et maintenant tout s'écroulait. Que fait-on? Nous devons les faire taire, définitivement. Cette fois, Madeleine, vous ne pouvez pas parler sérieusement. Un meurtre. Elle représente une menace pour tout ce que nous avons construit. Pour votre mariage, pour l'empire de Laurent, pour notre réputation. Si la vérité éclate, nous sommes perdus. Isabelle ferma les yeux. Elle avait passé sa vie à aimer un homme qui ne l'aimait pas, à vivre dans l'ombre d'une morte qui n'était pas morte. Elle ne pouvait pas perdre Laurent maintenant. « Très bien, » murmura-t-elle. « Que proposez-vous? J'ai des contacts, des hommes discrets qui peuvent régler ce genre de problème. Un accident de voiture, par exemple, très regrettable, de retour rue des Canutes. Laurent venait de recevoir les résultats du test ADN Express qu'il avait commandé. Ses mains tremblaient en ouvrant l'enveloppe. « Alors ?» demanda Léna, suspendue à ses lèvres. Laurent releva la tête, les larmes aux yeux. Probabilité de paternité. 99,97%. Léna, vous êtes ma fille. La jeune femme vacilla et se laissa tomber dans un fauteuil. Mon Dieu, murmura-t-elle. C'est vraiment vrai. Clara s'approcha de Laurent et, pour la première fois depuis leur retrouvaille, le serra dans ses bras. Mon amour, murmura-t-elle. Qu'est-ce qu'ils nous ont fait? Ils nous ont volé 27 ans de bonheur, répondit Laurent en la serrant contre lui. Mais nous sommes ensemble maintenant. Plus rien ne pourra nous séparer. Il ne se doutait pas qu'à cet instant même, deux femmes désespérées préparaient un plan qui pourrait tous les détruire. Les jours suivants passèrent dans un tourbillon d'émotions et de découvertes. Laurent avait prolongé son séjour à Lyon. Incapable de se résoudre à quitter Clara et Léna maintenant qu'il les avait retrouvées, il avait loué un appartement proche de la rue des Canutes pour être près d'elles, tout en respectant leurs besoins d'adaptation progressive. Ce matin-là, Clara se réveilla avec un mal de tête lancinant, mais aussi avec des souvenirs plus nets. Elle se leva doucement pour ne pas réveiller Léna qui dormait dans la chambre d'à côté, et se dirigea vers la cuisine où Suzanne préparait déjà le café. « Bonjour ma chérie, tu as encore fait des cauchemars ?»« Non, au contraire, » répondit Clara en s'asseyant à la petite table. « Je rêvais de Laurent. Nous étions dans un restaurant, et il me demandait en mariage. » Suzanne posa une tasse fumante devant elle. « Tu te souviens de plus en plus de choses, n'est-ce pas ?» Clara hocha la tête, les yeux brillants. C'était au Procope, le plus vieux café de Paris. Il était si nerveux qu'il renversait son verre d'eau toutes les 5 minutes, et quand il a sorti l'écrin, elle ferma les yeux, revivant la scène comme si c'était hier. « Élise », avait dit Laurent, le genou à terre au milieu du restaurant bondé. « Je ne suis qu'un homme simple qui construit des maisons, mais avec vous, j'ai envie de construire une vie. Voulez-vous m'épouser ?» La bague était éblouissante, unique. Laurent lui avait expliqué plus tard qu'il avait dessiné le modèle lui-même. Voulant quelque chose qui n'appartiendrait qu'à elle. « C'est la plus belle bague que j'ai jamais vue », avait-elle murmuré, les larmes aux yeux. « Pas autant que la femme qui la porte », avait-il répondu en la lui passant au doigt. Clara rouvrit les yeux et regarda sa main gauche. La bague brillait toujours, témoin silencieux d'un amour qu'elle avait cru perdu à jamais. On sonna à la porte. Suzanne alla ouvrir et revint avec Laurent, qui portait un bouquet de pivoine blanche. « Bonjour, Élise », dit-il doucement. Ce prénom dans sa bouche la fit frémir de bonheur. « Bonjour, mon amour ». Les mots étaient sortis naturellement, et Laurent sentit son cœur s'emballer. C'était la première fois qu'elle l'appelait ainsi depuis leur retrouvaille. « Vous souvenez-vous de quelque chose de nouveau ? Notre demande en mariage, le restaurant, votre nervosité, cette bague. » Laurent s'assit près d'elle et prit sa main, caressant délicatement l'anneau de ses doigts. « J'ai passé des semaines à dessiner cette bague. Je voulais qu'elle vous ressemble. Unique, précieuse, éternelle. » Léna entra à ce moment-là,
Encore en pyjama, les cheveux ébouriffés, depuis qu'elle avait appris la vérité, elle oscillait entre la joie de connaître enfin son père et la colère contre ceux qui lui avaient volé une enfance avec ses vrais parents. « Bonjour papa », dit-elle d'une voix encore mal assurée. Ce mot fit l'effet d'une bombe à Laurent. « Papa ». Il avait attendu 26 ans pour l'entendre. « Bonjour ma chérie », répondit-il, la gorge serrée d'émotion. Léna s'assit en face d'eux et les observa longuement. « J'aimerais que vous me racontiez comment vous vous êtes rencontrés. Tout, je veux connaître mes vrais parents. » Laurent et Clara échangèrent un regard complice. « Tout a commencé dans une librairie du quartier latin », commença Laurent. Il raconta leur rencontre. Leur premier rendez-vous, leur complicité immédiate. Clara ajoutait des détails au fur et à mesure que les souvenirs lui revenaient, leur longue promenade le long de la Seine, les concerts auxquels ils assistaient, leurs projets d'avenir. « Nous voulions 3 enfants, dit Clara en souriant. 2 filles et un garçon, nous avions même choisi les prénoms. Léna était notre premier choix pour une fille, ajouta Laurent. Vraiment, demanda Léna, émue. Nous disions que ce prénom avait la douceur de la soie et la force du diamant, confirma Clara. Laurent sortit son téléphone et montra à Léna des photos qu'il avait conservées. Voici votre mère enceinte, quelques jours avant sa disparition. Sur l'écran, Élise rayonnait, une main posée sur son ventre rond. Elle portait une robe de maternité bleue et souriait avec cette sérénité particulière des femmes enceintes heureuses. « J'étais à 6 mois de grossesse », murmura Clara, les souvenirs affluents. « Nous venions d'acheter un berceau en bois blanc que Laurent avait monté lui-même. Je n'avais jamais été aussi heureux de ma vie », ajouta Laurent. « Vous étiez ma princesse, et vous portiez notre petit miracle. » Mais soudain, le visage de Clara s'assombrit. D'autres souvenirs remontaient, plus sombres cette fois. Je me souviens maintenant du jour où tout a basculé. J'étais allée chez le médecin pour une échographie de contrôle. En sortant, je suis passée à la pharmacie pour acheter des vitamines, et puis, sa voix se brisa. Et puis ils étaient là, 2 hommes en costume. Ils m'ont dit que votre mère voulait me parler. Laurent serra les poings. Ma mère, cracha-t-il avec dégoût. Je ne voulais pas les suivre, mais l'un d'eux avait une arme. J'ai eu peur pour le bébé. Clara ferma les yeux, revivant ce cauchemar. Ils m'ont emmenée dans une voiture aux vitres teintées. Le voyage a duré des heures. J'étais terrifiée. Où vous ont-ils emmenée ? Dans une grande maison isolée. Quelque part dans les montagnes. Votre mère m'attendait dans un salon sombre, avec cette femme blonde. Isabelle. Oui, elles m'ont dit que vous ne m'aimiez plus, que vous alliez épouser Isabelle. Elles m'ont montré des photos de vous deux, ensemble dans les journaux. Laurent sentit la colère monter en lui. Comment avait-elle pu être aussi cruelle ? Vous y avez cru ? Au début, non, mais les semaines passaient et vous ne veniez pas me chercher. Elle me montrait d'autres photos, d'autres articles. Vous aviez l'air si heureux avec elle. Les larmes coulaient sur les joues de Clara. J'ai fini par croire que vous m'aviez oubliée. Jamais, murmura Laurent en la prenant dans ses bras. Jamais je ne vous aurais oubliée. J'étais fou de douleur. Je vous cherchais partout. Combien de temps vous ont-elles gardée prisonnière ? Demanda Léna. Révoltée, 6 mois. 6 mois enfermée dans cette maison, à voir mon ventre grossir en me demandant si mon enfant grandirait sans connaître son père. Clara se leva brusquement et se dirigea vers la fenêtre. Au 6e mois, j'ai décidé de m'enfuir. Je ne supportais plus leur cruauté, leurs mensonges. Je voulais que notre bébé naisse libre. Comment avez-vous fait ? J'ai profité d'un moment d'inattention du garde. J'ai sauté par une fenêtre du 1er étage et j'ai couru dans la forêt. J'étais pieds nus, en chemise de nuit, mais je courais comme si ma vie en dépendait. Laurent l'écouta, horrifié par ce qu'elle avait enduré. Ils m'ont poursuivi, j'entendais leurs voix, leurs pas derrière moi, dans ma panique. J'ai dévalé une pente trop raide. J'ai perdu l'équilibre et je suis tombée dans un ravin. C'est là que vous avez perdu la mémoire. Ma tête a heurté un rocher, après ça, plus rien. Le trou noir complet jusqu'à mon réveil à l'hôpital, 3 jours plus tard. Suzanne intervint. Quand je l'ai vue aux urgences, elle était dans un état pitoyable, blessée, désorientée, sur le point d'accoucher. Elle ne se souvenait même pas de son prénom. « Et moi ?» demanda Léna. « Comment ma naissance s'est-elle passée ? Tu es née prématurément. Mais en bonne santé ?» répondit Suzanne avec tendresse. Clara t'a prise dans ses bras et a su instinctivement que tu étais sa fille.
même si elle ne se souvenait de rien d'autre. Laurent sentit une rage sourde l'envahir. Sa mère et Isabelle avaient détruit 3 vies par égoïsme et ambition. Elles avaient privé Léna de son père, Clara de sa mémoire, et lui de 26 années de bonheur familial. « Il faut qu'elles paient pour ce qu'elles ont fait », dit-il sombrement. « Laurent, » murmura Clara en se retournant vers lui, « je ne veux pas que la haine nous consume. Nous nous sommes retrouvés, c'est l'essentiel. Non, Élise, ce qu'elles ont fait est impardonnable. Elles doivent répondre de leurs crimes. » À cet instant, le téléphone de Laurent vibra, un numéro inconnu. « Allô, Laurent, c'est Marcel, j'ai des nouvelles inquiétantes. Je vous écoute. Votre mère a engagé des hommes pour vous surveiller, et d'après mes sources, ce ne sont pas de simples détectives. Ces types-là ne font pas dans la surveillance passive, si vous voyez ce que je veux dire. » Laurent sentit son sang se glacer. « Vous êtes sûr ? » Certains, 2 hommes sont arrivés à Lyon hier soir. Ils logent dans un hôtel miteux près de la gare et posent des questions sur vous et vos amis. Laurent regarda Clara et Léna, soudain conscient du danger qui les menaçait. « Que me conseillez-vous ? Changez d'endroit immédiatement et soyez très prudents. Ces types-là ne plaisantent pas. » Laurent raccrocha, l'esprit en ébullition. Sa mère était donc prête à aller jusqu'au bout pour protéger ses secrets. « Qu'est-ce qui se passe ?» demanda Clara, inquiète devant son expression. « Nous devons partir d'ici. Tout de suite. Partir. Mais pourquoi ? Parce que ma mère et Isabelle ne reculeront devant rien pour vous faire taire. Elles ont envoyé des hommes à Lyon. » Léna pâlit. « Des hommes ? Quel genre d'hommes ? Le genre qui fait disparaître les gens définitivement. » Clara porta la main à sa gorge. Terrifiée, « Elles veulent nous tuer. J'en ai bien peur, mais je ne les laisserai pas vous faire du mal. Plus jamais. » Laurent se tourna vers Suzanne. « Madame Marchand, accepteriez-vous de nous accompagner ? Je ne peux pas vous laisser ici. Elle pourrait s'en prendre à vous aussi. » « Où voulez-vous aller ? J'ai une propriété en Normandie. Un endroit sûr où nous pourrons réfléchir à la suite. » Clara prit la main de Laurent. « Et après, nous ne pouvons pas fuir éternellement. Après, nous les affronterons. Mais cette fois, nous serons prêts. » La propriété normande de Laurent se dressait majestueusement au sommet d'une colline verdoyante. Entourée de chênes centenaires, cette demeure du XVIIIe siècle, qu'il avait achetée quelques années plus tôt comme refuge loin du chaos parisien, offrait une vue imprenable sur la campagne environnante. Plus important encore, elle était isolée et sécurisée. Clara se tenait devant la grande fenêtre du salon, admirant le paysage qui s'étendait à perte de vue. 3 jours s'étaient écoulés depuis leur fuite précipitée de Lyon, et ses souvenirs continuaient d'affluer par vagues de plus en plus précises. « Vous aimez cet endroit ?» demanda Laurent en s'approchant d'elle. « C'est magnifique et étrangement familier. Nous en avions parlé avant votre disparition. Vous rêviez d'une maison à la campagne où élever nos enfants. » Clara se tourna vers lui, émue. « Je me souviens maintenant. Nous faisions des projets pour l'avenir. Vous vouliez agrandir l'entreprise. Moi, j'espérais écrire un roman. Vous aviez commencé, l'histoire d'une jeune femme qui découvrait l'amour à Paris. » Un sourire nostalgique illumina le visage de Clara. « Les saisons du cœur. » C'était le titre que j'avais choisi. Laurent la prit dans ses bras. « Nous avons encore le temps de réaliser tous ces rêves, mon amour. » Leurs lèvres se rencontrèrent dans un baiser tendre, chargé de 27 années de séparation et de retrouvailles miraculées. Quand ils se séparèrent, Clara avait les larmes aux yeux. Comment allons-nous nous reconstruire après tout ce temps perdu ? Un jour à la fois, l'important, c'est que nous soyons ensemble. Léna entra dans le salon, interrompant leur moment d'intimité. Depuis leur arrivée en Normandie, la jeune femme oscillait entre la joie de découvrir ses vrais parents et la colère contre celle qui avait détruit sa famille. « Papa, j'ai réfléchi, nous ne pouvons pas rester cachés ici éternellement. Il faut agir. » Laurent acquiesça. « Vous avez raison, ma chérie. Marcel Dubois arrive cet après-midi avec des preuves contre ma mère et Isabelle, des témoignages, des documents. »« Quels témoignages ?» demanda Clara. « Celui du chauffeur qui vous a conduite à cette maison isolée. Marcel l'a retrouvé, rongé par la culpabilité. Il est prêt à tout révéler. Et les gardiens. L'un d'eux aussi, apparemment. Ma mère ne les paie plus depuis des années. Ils n'ont plus de raison de se taire. » Suzanne entra à son tour, tenant un plateau de thé. « J'ai écouté les nouvelles à la radio. Ils parlent de votre disparition, monsieur Dargonne. Votre épouse est très inquiète, paraît-il. » Laurent eut un sourire amer. « J'imagine qu'Isabelle joue parfaitement la comédie de l'épouse éperdue.
Laurent, dit doucement Clara, il faudra bien que vous lui parliez, que vous lui demandiez des explications. Oh, je compte bien lui parler, à elle et à ma mère, mais pas seule. Vous viendrez avec moi. C'est dangereux, protesta Léna. C'est nécessaire. Il faut qu'elles vous voient toutes les deux, qu'elles comprennent que leurs crimes ont échoué. Un bruit de moteur attira leur attention. Par la fenêtre, ils virent Marcel Dubois garer sa voiture devant le perron. Le détective semblait nerveux, regardant sans cesse autour de lui. Laurent alla lui ouvrir. « Marcel, entrez vite. » Le petit homme se glissa à l'intérieur, une mallette serrée contre sa poitrine. « Monsieur Dargonne, la situation se complique. Vos ennemis ont découvert que je travaillais pour vous. » « Comment ? Elles m'ont fait suivre. Mes bureaux ont été cambriolés hier soir. Heureusement, j'avais emporté tous les documents importants. » Marcel ouvrit sa mallette et en sortit plusieurs dossiers. « Voici tout ce que j'ai pu rassembler. Témoignages écrits, photos de la propriété où madame a été séquestrée, preuves des versements de votre mère au gardien. » Laurent parcourut rapidement les documents. C'était accablant. C'est suffisant pour les faire condamner. Largement, séquestration, faux témoignages, complicité de tentative de meurtre. Elle risque de lourdes peines. Clara s'approcha et regarda les photos de la maison où elle avait été emprisonnée. Un frisson la parcourut. « Cette chambre », murmura-t-elle en désignant un cliché. « C'est là qu'elles m'ont enfermée pendant 6 mois. » Léna serra le poing en voyant l'émotion de sa mère. « Elles vont payer pour ça. Il y a autre chose, » reprit Marcel. « D'après mes sources, elles préparent quelque chose, une action d'éclat pour vous discréditer, monsieur Dargonne. » « Quel genre d'action ? » Elles comptent vous faire passer pour fou, prétendre que le stress des affaires vous a fait perdre la raison, que vous délirez en croyant avoir retrouvé votre ancien amour. Laurent serra les dents. « Ces garces sont prêtes à tout. Il faut les devancer, » dit Clara avec détermination. « Les affronter avant qu'elles ne puissent nuire davantage. Vous êtes sûre, mon amour, ce sera très éprouvant. J'en suis sûre. J'ai vécu 26 ans dans l'ombre de leurs mensonges. Il est temps que la vérité éclate. » Marcel referma sa mallette. « Quand voulez-vous agir ? Demain soir ?» déclara Laurent. « Ma mère organise une réception de charité dans notre hôtel particulier. Tout le gratin parisien sera présent, l'endroit idéal pour dévoiler publiquement la vérité. »« C'est risqué, » objecta Marcel. « Elles auront leurs hommes demain sur place. »« Justement, en public, elles ne pourront pas nous faire de mal, et les preuves que vous avez rassemblées parleront d'elles-mêmes. » Léna se leva brusquement. « Je veux venir avec vous. »« Absolument pas, » protesta Laurent. « C'est trop dangereux. Papa, j'ai 26 ans. J'ai le droit de confronter celles qui ont détruit ma famille. » Clara prit la main de sa fille. « Laurent a raison, ma chérie. Nous ne pouvons pas te mettre en danger. »« Vous plaisantez ?» s'exclama Léna. « Après tout ce qu'elles m'ont fait subir, grandir sans père, voir ma mère souffrir d'amnésie, vivre dans la pauvreté alors que j'aurais dû hériter d'une fortune. » Ses yeux brillaient de colère et de détermination. « Je viens avec vous, un point c'est tout. Et j'ai une idée pour les confondre définitivement. »« Laquelle ?» demanda Laurent, intrigué malgré lui. « Mon téléphone portable, je vais enregistrer leurs aveux avec la technologie actuelle. On peut capter des conversations à distance. Elles ne se méfieront pas d'une simple hôtesse de l'air. » Marcel hocha la tête. Admiratif. C'est effectivement une excellente idée. Un enregistrement de leurs aveux serait la preuve ultime. Laurent regarda sa fille avec fierté. Cette détermination, ce courage, elle les tenait de lui et de Clara. « D'accord, mais vous ne prenez aucun risque inutile. Au moindre danger, vous partez. Promis, papa. » Le lendemain matin, Laurent reçut un appel d'Isabelle. Sa voix était mielleuse, inquiète. « Laurent, mon chéri, où es-tu ? Cela fait des jours que tu as disparu. Je me fais un sang d'encre. Je suis en déplacement professionnel. Isabelle, je rentrerai ce soir. Pour la réception de ta mère. Parfait. J'ai hâte de te voir. Tu m'as manqué. » Laurent eut envie de vomir en entendant ces mots hypocrites. « Moi aussi, ma chérie. À ce soir. » Il raccrocha et se tourna vers Clara. « Le plus dur va être de jouer la comédie jusqu'au moment opportun. Nous y arriverons, pour Léna, pour nous, pour toutes les familles qu'elle pourrait encore détruire. » L'après-midi passa dans les préparatifs.
Marcel avait fourni à Léna un dispositif d'enregistrement miniaturisé. Dissimulé dans un collier de perles, Clara avait choisi une robe élégante mais sobre. Ne voulant pas paraître provocante lors de cette confrontation historique, Laurent, lui, répétait mentalement le discours qu'il prononcerait devant l'Assemblée. Il fallait que chaque mot porte, que chaque révélation soit implacable. Au moment de partir, Suzanne les serra tous les trois dans ses bras. « Faites attention à vous, mes enfants. Et n'oubliez pas, quoi qu'il arrive ce soir, vous avez déjà gagné, vous vous êtes retrouvés. » La route vers Paris se fit dans un silence tendu. Chacun était perdu dans ses pensées, conscient que cette soirée marquerait un tournant décisif dans leur vie. Quand l'hôtel particulier des Dargonnes apparut, illuminé de 1000 feux pour la réception, Laurent sentit son estomac se nouer. Dans quelques heures, 27 années de mensonges allaient s'effondrer. « Vous êtes prêtes ?» demanda-t-il. « Prêtes », répondirent Clara et Léna d'une même voix. L'heure de la vérité avait sonné. L'hôtel particulier des Dargonnes resplendissait de tous ses feux. Les invités les plus influents de Paris se pressaient dans les salons dorés. Sirotant du champagne millésimé en discutant d'affaires et de mondanité, Madeleine Dargonne, resplendissante dans sa robe de soie noire, accueillait ses convives avec son sourire glacial habituel. Laurent gara sa Bentley à distance de la propriété familiale. Clara et Léna descendirent avec lui, toutes deux élégamment vêtues, pour se fondre dans la foule des invités. Clara portait une robe bleue marine qui rappelait celle qu'elle avait le jour de leur rencontre, et Léna arborait une tenue sophistiquée qui ne laissait rien paraître de son véritable métier. « Souvenez-vous du plan », murmura Laurent. « Léna, vous entrez en première par l'entrée de service, Clara et moi. Nous attendons 20 minutes, puis nous passons par l'entrée principale. Et si elles me reconnaissent ?» demanda Léna, soudain inquiète. « Elles ne vous ont jamais vu adulte. Pour elles, vous n'êtes qu'une hôtesse de l'air quelconque. Votre ressemblance avec votre mère pourrait les intriguer, mais elles ne feront pas immédiatement le lien. » Clara serra la main de sa fille. « Sois prudente. Ma chérie, n'hésite pas à partir si tu sens le moindre danger. » Léna hocha la tête et s'éloigna vers l'arrière de la propriété. Le dispositif d'enregistrement dissimulé dans son collier était activé. Tout ce qui se dirait ce soir serait capturé. Léna se glissa par l'entrée de service. Se mêlant aux serveurs qui s'activaient pour la réception, elle avait inventé une histoire crédible. Elle était une remplaçante de dernière minute, envoyée par l'agence de personnel dans l'effervescence des préparatifs. Personne ne vérifia ses références. Elle prit un plateau de champagne et se dirigea vers le salon principal. Immédiatement, elle repéra Madeleine Dargonne. Cette femme aristocratique au port altier correspondait exactement à la description que sa mère en avait faite. Ses cheveux gris étaient tirés en un chignon impeccable, et elle portait des bijoux d'une valeur considérable. « Excusez-moi, mademoiselle, » dit Madeleine en l'interceptant. « Je ne vous connais pas, vous êtes nouvelle. » Léna sentit son cœur s'accélérer, mais garda son sang-froid. « Oui, madame, l'agence m'a envoyée en remplacement. » Madeleine l'observa attentivement. Quelque chose dans le visage de cette jeune femme la troublait. « Vous avez un air familier. Comment vous appelez-vous »« Léa Martin, madame. » Léna avait choisi un pseudonyme proche de son vrai prénom pour ne pas risquer de se tromper. « Bien. Veillez à ce que les verres ne restent jamais vides. » Madeleine s'éloigna. Mais Léna remarqua qu'elle continuait de la regarder de temps en temps. L'air songeur, à l'autre bout du salon, Isabelle Carrel Dargonne tenait court près de la cheminée, à 49 ans. Elle avait conservé sa beauté blonde, mais ses traits s'étaient durcis avec les années. 25 ans de mariage avec un homme qui ne l'aimait pas avaient laissé des traces amères sur son visage. Léna s'approcha pour remplir les coupes des invités qui entouraient Isabelle. Elle activait discrètement l'enregistrement de proximité sur son dispositif. « Laurent devrait être là depuis longtemps », disait Isabelle à une amie. « Il a été si étrange ces derniers temps, absent, préoccupé. Je me demande s'il ne fait pas une dépression. Les hommes de son âge passent parfois par des crises, » répondit son interlocutrice. « Il reviendra à la raison. »« J'espère, » soupira Isabelle. « Il dit qu'il a retrouvé quelqu'un de son passé, une ancienne flamme. Apparemment, vous imaginez, après 25 ans de mariage. » Léna faillit renverser son plateau. Isabelle parlait déjà de la situation, mais de façon déformée. « Une ancienne flamme, mais c'est du délire. Exactement ce que je pense. Cette femme est morte depuis des années. » Laurent devient paranoïaque. Léna s'éloigna, le cœur battant. L'enregistrement était déjà compromettant. Mais il lui fallait plus. Il lui fallait un aveu complet.
Laurent et Clara attendèrent dans la voiture, observant les allées et venues des invités. Laurent consultait sa montre. « C'est l'heure. Vous êtes prête, mon amour ?» Clara prit une profonde inspiration, aussi prête qu'on peut l'être pour affronter ses bourreaux. Ils descendirent de voiture et se dirigèrent vers l'entrée principale. Le portier en livrée s'inclina respectueusement devant Laurent. « Bonsoir, monsieur Dargonne. Madame Dargonne vous attend. »« Merci. » Georges. L'entrée dans le salon fit sensation. Tous les regards se tournèrent vers Laurent, mais surtout vers la femme élégante qui l'accompagnait. Des murmures parcoururent l'assemblée. Madeleine, qui conversait avec le ministre de l'économie, se figea en apercevant Clara. Son visage devint livide, et la coupe de champagne qu'elle tenait se brisa sur le sol de marbre. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. Isabelle, alertée par le bruit, se retourna à son tour. Quand elle vit Clara au bras de Laurent, elle poussa un cri étouffé et porta la main à sa gorge. « C'est impossible !» balbutia-t-elle. Laurent s'avança lentement vers elle, Clara à son côté. Le silence s'était fait dans le salon. Tous les invités sentaient qu'un drame se jouait sous leurs yeux. « Bonsoir, mère. Bonsoir, Isabelle. » Laurent parvint à articuler Madeleine. « Qui est cette femme ? Quelqu'un que vous connaissez très bien. Permettez-moi de vous présenter Élise Montel, ou plutôt Élise Dargonne, puisque nous étions fiancés quand vous l'avez fait disparaître. » Un murmure d'incompréhension parcourut l'assistance. Isabelle recula, cherchant une issue. « Laurent, tu délires ? Cette femme est morte. Tu as assisté à ses funérailles. Aux funérailles d'un corps que vous aviez substitué, » répliqua Laurent d'une voix ferme. « Élise était bien vivante, séquestrée dans votre maison du Massif central. » Clara s'avança d'un pas, fixant Madeleine dans les yeux. « Je me souviens de tout maintenant, Madame Dargonne, de votre cruauté, de vos menaces, des 6 mois d'enfer que vous m'avez fait vivre. » Madeleine tenta de garder contenance. « Cette femme est une impostrice, Laurent. Elle profite de ta détresse pour extorquer de l'argent. Une impostrice qui porte la bague de fiançailles que j'avais fait créer pour Élise. » Laurent désigna la main de Clara. Une bague unique au monde. Les invités se pressaient maintenant autour d'eux. Fascinée par ce drame qui se déroulait en direct, Léna, toujours déguisée en serveuse, se rapprocha discrètement. Elle vit Isabelle chuchoter quelque chose à l'oreille d'un homme imposant, en costume sombre, qui hocha la tête et se dirigea vers la sortie. « Il faut que je vous parle en privé, Laurent, » dit Madeleine d'une voix pressante. « Cette mascarade a assez duré. Au contraire, mère, c'est votre mascarade qui a assez duré. 27 ans de mensonges, c'est suffisant. » Laurent sortit de sa poche les documents que Marcel lui avait remis. « J'ai ici les témoignages de vos complices, le chauffeur qui a conduit Élise à votre prison, les gardiens qui l'ont surveillée, tous prêts à témoigner contre vous. » Isabelle perdit complètement son sang-froid. « Tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je sais que vous avez séquestré la femme enceinte de mes enfants. Je sais que vous avez organisé un faux accident pour me faire croire à sa mort. Je sais que vous avez détruit 3 vies par pur égoïsme. Et alors, explosa Isabelle, la rage l'emportant sur la prudence. Et alors, Laurent, cette petite bourgeoise sans le sou ne te méritait pas. Tu étais destiné à mieux qu'elle. » Un silence de mort s'abattit sur le salon. Isabelle venait de se trahir publiquement. Clara fit un pas vers elle. « Où est ma fille ? Qu'avez-vous fait de Léna ?» Isabelle la dévisagea, haineuse. « Ta fille, cette bâtarde que tu as mise au monde dans un hôpital miteux. Elle a grandi dans la misère où était sa place. » Léna n'y tint plus. Elle abandonna son plateau et s'avança vers le groupe. « Ma place était auprès de mon père, » dit-elle d'une voix ferme. Tous les regards se tournèrent vers elle. Isabelle la regarda. « Interdite. Qui êtes-vous ? » « Je suis Léna Marchand, ou plutôt Léna Dargonne, la fille que vous avez privée de sa famille. » Madeleine comprit enfin pourquoi le visage de cette serveuse lui avait paru familier. C'était le mélange parfait des traits de Laurent et d'Élise. « Impossible, » murmura-t-elle. « Un test ADN l'a confirmé, » déclara Laurent. « Léna est ma fille, notre fille. » Il entoura Clara et Léna de ses bras. « Voici ma vraie famille, celle que vous avez tenté de détruire. » Isabelle, acculée, sortit un petit revolver de son sac à main. Des cris fusèrent dans l'assemblée. « Personne ne bouge !» hurla-t-elle. « Cette femme et sa fille vont disparaître pour de bon. » Laurent se plaça devant Clara et Léna. « Isabelle, baissez cette arme. Vous ne ferez qu'aggraver votre cas. »« Mon cas, Laurent,
c'est d'avoir gâché ma vie pour un homme incapable d'amour. 25 ans à jouer la parfaite épouse pendant que tu pleurais cette morte. Je ne l'ai jamais aimée parce que mon cœur appartenait à Élise. Alors vous allez mourir ensemble. » Isabelle pointa l'arme vers Clara. Mais au moment où elle allait presser la détente, Léna se jeta devant sa mère. La détonation résonna dans le salon comme un coup de tonnerre. Le coup de feu résonna dans le silence horrifié du salon. Léna s'effondra contre sa mère, serrant son bras gauche d'où s'échappait un filet de sang. La balle l'avait touchée à l'épaule. Mais son geste héroïque avait sauvé Clara d'une blessure potentiellement mortelle. « Léna !» cria Clara en soutenant sa fille. Laurent se jeta sur Isabelle, lui arrachant l'arme des mains avant qu'elle ne puisse tirer à nouveau. La femme s'effondra en sanglots, réalisant l'horreur de son geste. « Appelez une ambulance !» hurla Laurent à l'assemblée pétrifiée. Plusieurs invités sortirent leur téléphone, tandis que d'autres se précipitaient vers la sortie, paniqués par la violence de la scène. Madeleine, voyant que tout était perdu, tenta de s'éclipser discrètement vers une porte dérobée, mais Marcel Dubois, qui était resté caché dans la foule, lui barra le passage accompagné de 2 policiers en civil. « Madame d'Argonne, vous êtes en état d'arrestation pour séquestration, complicité de tentative de meurtre et faux témoignage. Vous n'avez aucun droit, protesta-t-elle avec hauteur. Je suis Madeleine d'Argonne. Plus pour longtemps, répliqua Marcel, en lui passant les menottes. Laurent, agenouillé près de Léna, examinait sa blessure. Par chance, la balle n'avait fait qu'effleurer l'épaule, causant une plaie superficielle mais spectaculaire. « Comment vous sentez-vous, ma chérie ?»« Ça va, papa, ça fait mal, mais je survivrai, » répondit Léna avec un sourire crispé. « L'important, c'est que maman soit saine et sauve. » Clara caressa tendrement le visage de sa fille, les larmes ruisselant sur ses joues. « Tu aurais pu être tuée, ma petite fille courageuse. Jamais je ne les aurais laissés vous faire du mal. » Les sirènes des ambulances et des voitures de police se rapprochaient. Dans le salon, le chaos régnait. Certains invités filmaient la scène avec leur téléphone, d'autres consolaient leurs épouses sous le choc. Le scandale de la soirée ferait les gros titres de tous les journaux le lendemain. Isabelle, toujours effondrée sur le sol, était entourée par 3 policiers. Elle ne pleurait plus, fixant le vide d'un regard absent. « Madame Carrel d'Argonne, » dit l'un des agents, « vous êtes en état d'arrestation pour tentative de meurtre avec préméditation. » Elle ne réagit pas, comme si elle était déconnectée de la réalité. Laurent se releva et s'approcha d'elle. Malgré sa colère, il ressentait presque de la pitié pour cette femme qui avait gâché sa vie par obsession. « Pourquoi, Isabelle ? Pourquoi avoir été si loin ?» Elle leva lentement les yeux vers lui. « Parce que je t'aimais. Laurent, plus que tout au monde, et parce que tu ne l'as jamais vu. L'amour ne justifie pas la destruction d'innocents. L'innocente. » Isabelle eut un rire amer. « Cette femme t'a volé à moi avant même que j'aie eu ma chance. Personne ne m'a volé. Isabelle. » Mon cœur s'est donné librement. Les ambulanciers entrèrent dans le salon, se dirigeant immédiatement vers Léna. Ils examinèrent sa blessure et confirmèrent que ce n'était pas grave, mais qu'elle devait être soignée à l'hôpital. « Nous vous accompagnons, » dit Laurent. « Non, papa, restez ici. Il faut que vous finissiez ce que nous avons commencé. » Laurent regarda autour de lui. Effectivement, une partie des invités était encore présente, figée par la stupeur. C'était le moment ou jamais de rétablir complètement la vérité. Il aida Clara à se relever et la prit par la main. Ensemble, ils se dirigèrent vers le centre du salon. « Mesdames et messieurs, » dit Laurent d'une voix forte qui porta dans tout l'espace. « Je vous dois des explications. » Le silence se fit progressivement. Même les policiers suspendirent tous leurs gestes pour l'écouter. « Il y a 27 ans, j'ai perdu la femme que j'aimais. On m'a dit qu'elle était morte dans un accident de voiture. J'ai pleuré, j'ai fait mon deuil, j'ai refait ma vie, mais tout cela était un mensonge. » Il serra la main de Clara plus fort. Cette femme, Élise Montel, avait été enlevée sur ordre de ma mère et d'Isabelle. Elles l'ont séquestrée pendant 6 mois dans une propriété isolée, lui faisant croire que je l'avais abandonnée. Des murmures d'indignation parcoururent l'assemblée. Élise était enceinte de notre enfant quand elle a tenté de s'échapper. Elle est tombée et a perdu la mémoire. Pendant 26 ans, elle a vécu sous une fausse identité, élevant seule notre fille sans savoir qui elle était vraiment. Clara prit la parole à son tour, sa voix tremblante mais déterminée. « Je m'appelle Élise Montel, et pendant des années, j'ai vécu avec un vide dans ma mémoire, des cauchemars récurrents.
une sensation de perte que je ne comprenais pas. Maintenant, je sais pourquoi. Elle sortit de son sac le dispositif d'enregistrement de Léna. Ma fille a enregistré les aveux d'Isabelle ce soir. Tout est là, leurs crimes, leur motivation, leur absence totale de remords. Laurent se tourna vers l'endroit où se trouvait Madeleine, menottée entre 2 policiers. « Mère, vous avez détruit 3 vies par pure vanité aristocratique. Vous avez privé votre petit-fils d'une famille, une femme de son identité, et moi de 26 années de bonheur. » Madeleine redressa fièrement la tête. « Je ne regrette rien. Cette fille n'était pas digne de notre nom. Cette femme valait 1000 fois mieux que vous, » répliqua Laurent avec mépris. Le commissaire de police s'approcha de Laurent. « Monsieur Dargonne, nous aurons besoin de vos témoignages détaillés. Cette affaire va faire du bruit. » « Nous sommes à votre disposition, commissaire. Nous avons attendu 27 ans pour que justice soit rendue. » Les journalistes présents à la réception bombardaient déjà Laurent de questions. L'affaire Dargonne allait occuper la une de tous les médias français pendant des semaines. « Monsieur Dargonne, comment comptez-vous gérer le scandale ? » « Il n'y a aucun scandale de notre côté, » répondit Laurent fermement. « Nous sommes les victimes, pas les coupables. Allez-vous divorcer de Madame Carrel Dargonne ? Ce mariage était basé sur une tromperie fondamentale. Il n'a jamais été valide moralement. » Clara se serra contre Laurent. Malgré l'épreuve qu'ils venèrent de traverser, elle se sentait enfin libre. Le poids du mensonge qui pesait sur ses épaules depuis 27 ans venait de se lever. « Et maintenant ?» murmura-t-elle. « Maintenant, nous allons à l'hôpital voir notre fille, puis nous rentrons chez nous. » « Chez nous. » Laurent sourit avec tendresse. « Là où vous voudrez, mon amour. La Normandie, Lyon ou n'importe où ailleurs, l'important, c'est que nous soyons ensemble. » Les policiers emmenèrent Madeleine et Isabelle vers leur voiture. Madeleine marchait la tête haute, refusant de montrer la moindre émotion. Isabelle, en revanche, semblait complètement brisée, murmurant des phrases incohérentes. « Elles vont être condamnées ?» demanda Clara. « Avec toutes les preuves que nous avons, c'est certain. Séquestration, tentative de meurtre, faux témoignages. Elles vont passer de longues années en prison. » Marcel Dubois s'approcha d'eux. « Monsieur Dargonne, tout s'est déroulé comme prévu. L'enregistrement de Mademoiselle Léna est parfaitement audible. Avec les témoignages que j'ai rassemblés, l'affaire est solide. Merci. Marcel, sans vous, nous n'y serions jamais arrivés. C'était un honneur de travailler pour la justice, monsieur. » Laurent et Clara se dirigèrent vers la sortie, ignorant les flashs des photographes et les questions des journalistes. Ils avaient hâte de rejoindre Léna à l'hôpital. Dans la voiture qui les emmenait vers l'hôpital Saint-Louis, Clara posa sa tête sur l'épaule de Laurent. « C'est vraiment fini. C'est fini, mon amour. Plus jamais personne ne pourra nous séparer. J'ai encore du mal à réaliser hier encore. J'étais Clara Marchand, couturière à Lyon. Aujourd'hui, je retrouve mon vrai nom, l'homme de ma vie, et je découvre que ma fille est héritière d'un empire. » Laurent caressa doucement ses cheveux. « L'argent n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que nous sommes ensemble. Vous, moi, Léna, ma vraie famille, et Suzanne, nous ne pouvons pas l'abandonner. Elle a été ma mère pendant 26 ans. Bien sûr que non. Elle fera partie de notre famille. Elle le mérite largement. » Clara sourit à travers ses larmes. « Vous savez ce que j'aimerais faire. Dites-moi, me remarier avec vous. Une vraie cérémonie cette fois, avec Léna pour nous bénir, et Suzanne pour m'accompagner à l'autel. » Laurent lui prit la main et porta ses doigts à ses lèvres. « Rien ne me ferait plus plaisir, future Madame Dargonne. » À l'hôpital, ils trouvèrent Léna dans une chambre privée, le bras en écharpe mais souriante. Suzanne était déjà à son chevet, ayant accouru dès qu'elle avait appris la nouvelle. « Alors ?» demanda Léna. « Comment cela s'est-il terminé ?»« Justice est rendue, » répondit Laurent. « Elles vont payer pour leurs crimes. »« Et nous ?» demanda Suzanne. « Que va-t-il nous arriver ?» Clara prit la main de la femme qui l'avait sauvée. « Nous allons vivre heureux, Suzanne, tous ensemble. Vous êtes ma famille autant que Laurent et Léna. » Laurent acquiesça. « Nous avons une grande maison en Normandie. Il y a largement la place pour tout le monde. » Léna sourit. Malgré la douleur, une vraie famille. Enfin, dehors, Paris s'éveillait à un nouveau jour. Un jour où la vérité avait triomphé du mensonge, où l'amour avait vaincu la haine. Après 27 années de séparation, la famille Dargonne était enfin réunie,
6 mois s'étaient écoulés depuis la soirée dramatique qui avait bouleversé la haute société parisienne. Le procès de Madeleine d'Argonne et Isabelle Carrel avait défrayé la chronique pendant des semaines, alimentant tous les journaux à sensation et les plateaux de télévision. Laurent se tenait debout devant les hautes fenêtres du palais de justice, regardant les journalistes massés sur les marches. À ses côtés, Clara et Léna attendirent le verdict final. Suzanne, maintenant officiellement adoptée comme grand-mère de la famille, serrait nerveusement son sac à main. « Les jurés reviennent », annonça Maître Dubois, l'avocat de la famille. Après 3 jours de délibération, ils ont pris leur décision. Ils retournèrent dans la salle d'audience bondée. Madeleine était assise droite comme un piquet au banc des accusés. Refusant toujours de montrer la moindre émotion, à 72 ans, elle avait vieilli de 10 ans en 6 mois, mais sa fierté aristocratique demeurait intacte. Isabelle, en revanche, semblait brisée. Ses cheveux, autrefois impeccables, étaient ternes. Son regard vide, les mois de détention provisoire et la réalité de ses actes l'avaient profondément marquée. « Accusés, levez-vous », ordonna le président du tribunal. Les 2 femmes se dressèrent péniblement. Le silence était total dans la salle. « Madeleine d'Argonne, le jury vous déclare coupable de séquestration, complicité de tentative de meurtre, faux témoignage et subornation de témoins. Vous êtes condamnée à 12 ans de réclusion criminelle. » Madeleine ne s'y a pas, mais Laurent vit ses épaules s'affaisser légèrement. « Isabelle Carrel, le jury vous déclare coupable de séquestration, tentative de meurtre avec préméditation et complicité de faux témoignages. Vous êtes condamnée à 15 ans de réclusion criminelle. » Cette fois, Isabelle s'effondra sur sa chaise en sanglotant. 15 ans. Elle en avait 49. Elle sortirait de prison à 64 ans. Clara prit la main de Laurent. Elle ne ressentait ni joie ni satisfaction, seulement une profonde tristesse pour ces femmes qui avaient gâché tant de vies, y compris les leurs. « C'est fini », murmura Laurent. « Vraiment fini cette fois. » Les avocats de la défense annoncèrent qu'ils feraient appel, mais personne n'y croyait vraiment. Les preuves étaient accablantes, les témoignages concordants, et l'opinion publique entièrement acquise à la cause de Laurent et sa famille. Après la lecture du verdict, Laurent fut abordé par plusieurs journalistes. Il répondit calmement à leurs questions, sans animosité excessive envers les condamnés. « Monsieur d'Argonne, êtes-vous satisfait de ces condamnations ? Justice a été rendue. C'est tout ce que nous voulions. Maintenant, nous souhaitons tourner la page et nous concentrer sur notre bonheur retrouvé. Que ressentez-vous envers votre mère ?» Laurent marqua une pause, pesant ses mots. De la tristesse, principalement. Elle a choisi l'orgueil et les conventions sociales plutôt que l'amour de son fils. C'est elle qui a le plus perdu dans cette histoire. Et Madame Carrel, Isabelle a été aveuglée par une obsession maladive. Je regrette qu'elle n'ait jamais compris que l'amour ne se force pas, ne se vole pas. Il se donne librement ou n'existe pas. Clara s'approcha de son fiancé, car il s'était officiellement fiancé à nouveau 1 mois plus tôt. Nous n'avons plus rien à dire, nous voulons maintenant vivre en paix. Le soir même, dans leur propriété normande, la famille se retrouva pour un dîner tranquille. Léna, dont le bras était parfaitement guéri, avait repris son travail d'hôtesse de l'air. Mais à temps partiel, Laurent lui avait proposé un poste dans l'entreprise familiale, qu'elle avait accepté avec enthousiasme. « Papa, » dit-elle en servant le dessert, « j'ai une proposition à vous faire. Je vous écoute, ma chérie. J'aimerais créer une fondation pour aider les femmes victimes d'enlèvement ou de séquestration en mémoire de ce que maman a vécu. » Clara posa sa main sur celle de sa fille, émue. « C'est une magnifique idée, Léna. Nous pourrions l'appeler la Fondation Élise, » continua Léna, « pour que d'autres femmes ne vivent pas ce que tu as vécu. » Laurent hocha la tête, fier de sa fille. « Considérez que c'est fait. Je financerai cette fondation personnellement. » Suzanne, qui était devenue la confidente de tous, sourit avec tendresse. « Vous savez, mes enfants, il y a quelque chose de beau dans tout ce malheur. Vous êtes ressortis plus forts, plus unis. L'adversité vous a révélé à vous-même. C'est vrai, » acquiesça Clara. « Pendant 26 ans, j'ai eu l'impression qu'il me manquait une partie de moi-même. Maintenant, je me sens complète. » Laurent leva son verre de vin. « À notre famille, à ceux qui nous ont aidés, et à tous ceux qui croient encore que l'amour véritable existe. » Ils trinquèrent dans la douceur du soir normand. 2 semaines plus tard, Laurent reçut une visite inattendue dans son bureau parisien. Son assistante lui annonça qu'Isabelle Carrel demandait à le voir
Elle avait été autorisée à sortir de prison pour quelques heures dans le cadre d'une permission exceptionnelle. Laurent hésita, puis accepta. Isabelle entra, escortée par un policier qui resta à distance respectueuse. Elle avait encore maigri, et ses traits étaient creusés par les remords. « Laurent, dit-elle d'une voix à peine audible, merci de me recevoir. Que voulez-vous » Isabelle. Elle s'assit en face de lui, les mains tremblantes. Je voulais m'excuser, vous demander pardon. Pour tout. Laurent l'observa sans animosité. Pourquoi maintenant ? Parce que la prison m'a donné le temps de réfléchir, de comprendre l'horreur de ce que j'ai fait. À Élise, à Léna, à vous, à moi-même. Des larmes coulaient sur ses joues amaigries. J'ai passé ma vie à vous aimer de travers, Laurent. À croire que je pouvais vous forcer à m'aimer en éliminant celle qui vous rendait heureux. L'amour ne fonctionne pas comme ça. Isabelle, je le sais maintenant, trop tard. Mais je le sais. Elle sortit de son sac une enveloppe froissée. J'ai écrit une lettre à Élise et à Léna pour leur demander pardon. Accepteriez-vous de la leur transmettre ? Laurent prit l'enveloppe. Je la leur donnerai, mais n'attendez pas de réponse. Elles ont le droit de ne pas vous pardonner. Je sais, je n'attends rien. Je voulais juste qu'elles sachent que mes remords sont sincères. Elle se leva pour partir, puis se retourna une dernière fois. Laurent, oui, soyez heureux. Vous le méritez tous les trois. Ce soir-là, Laurent tendit la lettre à Clara et Léna. Elles la lurent ensemble dans le salon de la maison normande. Chère Élise, chère Léna, je sais que mes mots ne pourront jamais effacer le mal que je vous ai fait. Je ne vous demande pas de me pardonner, car moi-même je ne me pardonne pas. Élise, j'ai détruit votre vie par jalousie et égoïsme. J'ai privé votre fille de son père et son père de sa fille. Aucune excuse ne peut justifier cela, Léna. Vous avez grandi sans connaître votre véritable famille à cause de moi. Vous avez été élevée dans la pauvreté alors que vous étiez l'héritière d'une fortune. Je vous ai volé votre enfance. Je passe mes journées en prison à regretter mes actes. Je rêve de pouvoir remonter le temps, de choisir l'honneur plutôt que la lâcheté, l'amour véritable plutôt que l'obsession. Laurent m'a aimée à sa façon pendant 25 ans. Il a été un mari correct, fidèle, respectueux. Mais je voulais plus. Je voulais sa passion, ses rêves, son âme. Je voulais être vous, Élise, aujourd'hui. Je comprends que l'amour ne se mérite pas, ne se vole pas. Il se donne ou ne se donne pas. Soyez heureuse, aimez-vous, profitez de chaque instant ensemble. C'est le plus beau cadeau que vous puissiez vous faire, et la plus belle vengeance que vous puissiez prendre sur ceux qui ont voulu vous séparer. Avec mes regrets éternels, Isabelle. Clara replia la lettre lentement. « Qu'est-ce que vous en pensez ?» demanda Laurent. « Je pense qu'elle est sincère, » répondit Clara après un long silence. « Cela ne rachète pas ses crimes, mais au moins, elle a compris. » Léna acquiesça. « Moi aussi, je le crois, et bizarrement, cela me fait du bien de savoir qu'elle regrette vraiment. Lui répondrez-vous » Clara et Léna échangèrent un regard. « Non, » dit finalement Clara, « mais nous ne lui en voulons plus. C'est déjà beaucoup. » Laurent les serra toutes les deux dans ses bras. « Je vous aime, » murmura-t-il. « Ma femme, ma fille, ma famille retrouvée. Nous aussi, nous t'aimons, » répondirent-elles à l'unisson. Dehors, la nuit normande étoilée semblait bénir cette famille qui avait traversé tant d'épreuves pour se retrouver. Dans quelques semaines, Laurent et Clara se remarieraient dans l'intimité. Léna porterait les alliances. Suzanne conduirait la mariée à l'autel. Une nouvelle vie commençait. Une vie construite sur la vérité, l'amour et le pardon. 1 an plus tard, les cloches de la petite église Saint-Pierre de Honfleur sonnaient joyeusement dans l'air matinal de ce samedi de juin. Laurent attendait devant l'autel, vêtu d'un costume gris anthracite, le cœur battant comme un jeune homme. À 43 ans, il avait enfin l'impression de vivre son vrai mariage. L'église était décorée avec simplicité, des pivoines blanches et des roses anciennes. Les fleurs préférées d'Élise, l'assemblée était réduite aux proches. Marcel Dubois et sa femme, quelques amis fidèles de Laurent, et surtout les employés de l'entreprise qui avaient choisi de rester après le scandale. Léna, radieuse dans sa robe de demoiselle d'honneur couleur lavande, se tenait près de l'autel. Elle portait un coussin de velours blanc sur lequel reposaient 2 alliances simples en or. Son visage rayonnait de bonheur pour ses parents retrouvés. La musique retentit soudain. Laurent se retourna
et sentit son souffle se couper. Élise remontait l'allée centrale au bras de Suzanne, qui avait accepté avec émotion de jouer le rôle du père. Elle portait une robe de soie ivoire, simple mais élégante, qui mettait en valeur sa beauté retrouvée. À 48 ans, elle était plus belle encore qu'à 20 ans. Enrichie par l'expérience et la sagesse, autour de son cou brillait un collier de perles que Laurent lui avait offert la veille, et à son doigt, l'éternelle bague de fiançailles aux émeraudes qui avait survécu à tant d'épreuves. Quand elle arriva à sa hauteur, Laurent lui prit la main et murmura « Vous êtes éblouissante, Madame bientôt d'Argonne. Et vous, Monsieur d'Argonne, vous n'avez pas changé, toujours aussi flatteur ?» Le père Martineau, le vieux curé qui les avait préparés à ce mariage, sourit avec bienveillance. « Mes chers enfants, nous voici réunis aujourd'hui pour célébrer votre union, une union qui a traversé l'épreuve du temps, de la séparation et du mensonge, mais qui a triomphé grâce à la force de l'amour véritable. » Laurent et Élise se regardèrent intensément, se remémorant leur parcours extraordinaire. « Laurent, acceptez-vous de prendre Élise pour épouse légitime, de l'aimer et de la chérir dans la joie comme dans l'épreuve, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?»« Oui, je le veux, » répondit Laurent d'une voix ferme. « Je l'ai voulu il y a 28 ans. Je la veux aujourd'hui, et je la voudrai jusqu'à mon dernier souffle. Élise, acceptez-vous de prendre Laurent pour époux légitime, de l'aimer et de le chérir dans la joie comme dans l'épreuve, jusqu'à ce que la mort vous sépare ? » « Oui. »« Je le veux, » répondit Élise, les larmes aux yeux. « Mon cœur vous a appartenu dès le premier regard. Ni l'amnésie ni la séparation n'ont pu l'effacer. » Léna s'avança pour présenter les alliances. Laurent prit celle d'Élise et la glissa délicatement à son annulaire, près de la bague de fiançailles. « Avec cet anneau, je t'épouse, Élise. Tu es ma femme, mon amour, ma vie. » À son tour, Élise passa l'alliance au doigt de Laurent. « Avec cet anneau, je t'épouse, Laurent. Tu es mon mari, mon âme sœur, mon éternité. Je vous déclare unis par les liens du mariage. Vous pouvez embrasser la mariée. » Laurent prit le visage d'Élise entre ses mains et l'embrassa tendrement, sous les applaudissements émus de l'assistance. Ce baiser scellait non seulement leur mariage, mais aussi leur victoire sur ceux qui avaient voulu les séparer. La réception se déroula dans le jardin de leur propriété normande. Une tente blanche avait été dressée sous les chênes centenaires, et des tables rondes accueillaient la 50aine d'invités. Laurent se leva pour porter un toast. Le silence se fit progressivement. « Mes chers amis, merci d'être venus partager notre bonheur. Il y a 1 an, j'étais un homme brisé qui avait renoncé à l'amour. Aujourd'hui, j'épouse la femme de ma vie et je découvre chaque jour les joies d'être père. » Il se tourna vers Élise. « Mon amour, vous m'avez rendu ma vie. Non seulement vous êtes revenu, mais vous m'avez donné la plus belle des filles. » Léna essuya une larme, émue par les paroles de son père. « À ceux qui nous ont aidés, » continua Laurent en levant son verre vers Marcel et Suzanne, « merci d'avoir cru en nous quand tout semblait perdu. Et à ceux qui ont voulu nous détruire, » ajouta Élise en se levant à son tour. « Nous leur pardonnons. Leur haine nous a rendus plus forts. » Les convives levèrent leurs verres dans un toast émouvant. Plus tard dans l'après-midi, Léna emmena ses parents faire un tour du propriétaire. L'ancienne hôtesse de l'air avait quitté son emploi pour se consacrer entièrement à la gestion de la Fondation Élise, qui aidait déjà des dizaines de femmes victimes d'enlèvement. « Papa, maman, j'ai quelque chose à vous dire. » Ils s'arrêtèrent auprès de la roseraie que Laurent avait fait planter en l'honneur d'Élise. « Je vais me marier l'année prochaine. » Laurent manqua de s'étrangler. « Quoi? Avec qui? Je ne connais aucun homme dans votre vie. » Léna éclata de rire. « Avec Antoine Dubois, le fils de Marcel, nous nous sommes rencontrés pendant l'enquête et, disons que l'amour a fait son œuvre. » Élise serra sa fille dans ses bras. « C'est merveilleux, ma chérie. Quand comptez-vous nous l'annoncer officiellement? Ce soir? Au dîner, Antoine vient demander ma main en bonne et due forme. » Laurent secoua la tête en souriant. « J'ai l'impression que cette famille ne finira jamais de me surprendre. »« Et vous aimez ça, admettez-le, » taquina Élise. « J'adore ça. » Le soir venu, les derniers invités étaient mecs partis. Seuls restèrent les proches. Suzanne, Marcel et son fils Antoine, et bien sûr, les 3 membres de la famille d'Argonne. Antoine Dubois, 28 ans, était un jeune avocat brillant qui avait aidé son père dans l'enquête. Grand, brun, avec des yeux bleus pleins de gentillesse,
Il plaisait visiblement beaucoup à Léna. « Monsieur Dargon, dit-il en se levant nerveusement, j'aimerais vous demander la main de votre fille. » Laurent fit semblant de réfléchir longuement, savourant la nervosité du jeune homme. Vous avez un travail stable ? Oui, monsieur. Je suis associé dans le cabinet de Maître Rousseau. Vous aimez ma fille. Plus que tout au monde, monsieur. Et elle vous aime. Léna intervint en riant. Papa, arrêtez de le torturer. Oui, je l'aime. Et oui, j'accepte de l'épouser. Laurent éclata de rire et serra la main d'Antoine. Bienvenue dans la famille, mon garçon. Mais attention, si vous faites pleurer ma fille, vous aurez affaire à moi. Papa, protesta Léna. C'est promis, monsieur, répondit Antoine, soulagé. Minuit approchait, quand Laurent et Élise se retrouvèrent enfin seuls sur la terrasse de leur chambre. La lune pleine illuminait le paysage normand d'une lumière argentée. « Madame Dargon », murmura Laurent en enlaçant sa femme. « Comment trouvez-vous votre nouveau nom ?»« Il me va parfaitement, monsieur Dargon. J'ai l'impression de l'avoir attendu toute ma vie. » Dans un sens, c'est le cas. Ils restèrent de silencieux un moment, savourant la paix de cette soirée parfaite. Laurent. Oui, mon amour. J'ai recommencé à écrire. Vraiment, le roman que vous aviez commencé. Non, un nouveau. L'histoire d'un amour qui survit à tout. Je pense l'appeler « L'éternité en une vie ». Laurent sourit. J'ai hâte de le lire. Vous êtes le héros. Vous savez, un homme qui refuse d'abandonner, même quand tout semble perdu. Et l'héroïne, une femme qui retrouve sa mémoire grâce à l'amour. Laurent la fit tourner dans ses bras, comme il le faisait autrefois dans leur petit appartement parisien. Nous avons perdu 27 ans, ma chérie, mais nous avons toute une vie devant nous. Et notre petite fille a gâté bientôt, j'espère. Notre petite fille. Antoine et Léna veulent des enfants rapidement. J'ai hâte d'être grand-mère. Laurent l'embrassa tendrement. Grand-mère ou arrière-grand-mère, vous serez toujours ma jeune épousée de 20 ans. Au loin, l'horloge du village sonna minuit. Un nouveau jour commençait pour Laurent et Élise Dargon. Un jour qui serait suivi de milliers d'autres, tous emplis de l'amour qu'ils avaient failli perdre à jamais. Suzanne, depuis sa fenêtre, les observait avec attendrissement. Cette femme qu'elle avait recueillie brisée et amnésique était devenue une épouse rayonnante. Cette jeune fille qu'elle avait élevée comme sa propre petite-fille allait fonder sa propre famille. « Merci, mon Dieu », murmura-t-elle, d'avoir permis à l'amour de triompher. Dans quelques mois, Laurent apprendrait qu'Élise était à nouveau enceinte, à 48 et 53 ans. Ils auraient un second enfant, un petit garçon qu'ils prénommeraient Gabriel. L'ange de l'Annonciation, Léna épouserait Antoine dans la même église et leur donnerait 2 petits-enfants, une fille aux yeux verts d'Élise et un garçon au sourire de Laurent. L'empire d'Argonne prospérerait sous la direction conjointe de Laurent et Léna. Devenant l'une des entreprises les plus respectées d'Europe, Madeleine d'Argonne mourrait en prison 3 ans plus tard, sans avoir jamais exprimé le moindre regret. Isabelle purgerait sa peine intégralement et sortirait de prison à 64 ans, pour finir ses jours dans un petit appartement de province, seule avec ses remords. Mais tout cela, c'était l'avenir, ce soir-là, sur la terrasse de leur maison normande. Laurent et Élise Dargon étaient simplement 2 époux qui venaient de retrouver le bonheur après l'avoir cru perdu à jamais. « Je t'aime, Élise Dargon. Je t'aime aussi, Laurent Dargon, pour l'éternité. » Les étoiles brillaient au-dessus d'eux, témoins silencieux de cet amour qui avait survécu à tout et qui continuerait de briller longtemps après que leur corps aurait rejoint la poussière. L'amour véritable, celui qui unit les âmes au-delà des épreuves, celui-là ne meurt jamais.